Monsieur le Président, Messieurs les juges. Affaire IT 0474, le procureur contre Jadranko Berlic, Bruno Stojic, Slobodan Praljak, Milivoje Petković, Valentin Ćorić et Berislav Pusic. Monsieur le Président, nous ne vous entendons pas. Ah bah. Là, vous m'entendez? Bien, je vais demander aux parties de se présenter. Volontiers, Monsieur le Président. Ken Scott, au nom du procureur. Je suis ravi de me retrouver en ce prétoire en votre compagnie. Merci. Good morning. Bonjour, Monsieur le juge, Maître Carnavas avec Maître Tomanovic et Madame Jurkovic. Madame Nojica au micro. Madame Nojica, bonjour messieurs les juges. Senka Nojica avec notre Kerim Khan comme co-conseil et notre assistante. Bonjour mesdames, messieurs les juges. Pour la défense de Praljak, Nika Pinter et Božidar Kovačević. Petković Defense, Vesna Lalburić et Nicolas Stewart avec Tamara Misarda. Merci. Dobro jutro, časni sude, za obranu... Madame Maître Tomašeković, bonjour messieurs les juges, pour la défense de monsieur Ćorić, moi-même, Diana Tomašeković-Tomić, accompagné de mes collègues, Maître Ibrahimović, pour la défense numéro 6, Maître Ibrahimović, accompagné de mes collègues. Got to introduce my good colleague, Mr. Stringer, also for the prosecution, Mr. Roulon Boss, and our case manager, Thomas Legel. Thank you. La première instance est aujourd'hui réunie pour rendre son jugement dans l'affaire le procureur contre Jadranko Berlic, Bruno Stojic, Slobodan Praljak, Milivoje Petković, Valentin Ćorić et Berislav Pusic. Il y a l'assistante de Carnavas qui demande la parole. Je sais pas si vous... Je vais à présent lire un résumé des conclusions de la Chambre. Seul fait autorité le jugement écrit, dont des copies seront à disposition des parties et du public à l'issue de l'audience. La Chambre tient tout d'abord à remercier toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de ce procès depuis son ouverture le 26 avril 2006 et notamment les assistants de la Chambre. Pendant le procès, dont les débats ont pris fin le 2 mars 2011, la Chambre a versé au dossier près de 10 000 pièces et a entendu 145 témoins de l'accusation, dont 6 témoins experts et 61 témoins des défenses, dont 7 témoins experts. Le jugement est un document de 2629 pages, divisé en 6 tomes et comprenant 4 annexes, et les opinions partiellement dissidentes ou séparées du juge Strexel et de moi-même, illustrant la complexité de cette affaire. Celle-ci tient en particulier aux allégations contenues dans l'acte d'accusation. En effet, l'accusation reproche aux 6 accusés d'avoir participé
à une entreprise criminelle commune entre le 18 novembre 1991 et avril 1994, visant à soumettre les musulmans et autres non-croates vivant dans les régions du territoire de la République de Bosnie-Herzégovine, revendiquées comme étant le territoire de la communauté, puis République croate de Herzé-Bosna, afin de les en chasser définitivement et de créer un territoire croate reprenant les frontières de la Banovina croate. Il est reproché aux 6 accusés d'avoir commis dans 8 municipalités et tout un réseau de centres de détention sur une période de près de 2 ans et demi des crimes correspondant à 26 chefs d'accusation. Plus particulièrement, il est allégué que dans le cadre de l'entreprise criminelle commune, les accusés auraient commis les crimes de persécution, chef 1, assassinat, chef 2, viol, chef 4, expulsion, chef 6, transfert forcé, chef 8, emprisonnement, chef 10, et acte inhumain, chef 12 et 15, en tant que crime contre l'humanité. Ils sont également accusés d'avoir commis les infractions graves aux conventions de Genève de 1949, que sont les crimes d'homicide intentionnel, chef 3, de violence sexuelle, chef 5, d'expulsion, de transfert et de détention illégale de civils, chef 7, 9 et 11, de traitement inhumain, chef 13 et 16, et de destruction et appropriation de biens non justifiés par des nécessités militaires et exécutés sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire, chef 19 et 22. Enfin, il aurait reproché d'avoir procédé à des traitements cruels, chef 14 et 17, à du travail illégal, chef 18, à des destructions sans motif des villes et des villages, chef 20, à des destructions ou endommagements délibérés d'édifices consacrés à la religion ou à l'enseignement, chef 21, et à des pillages de biens publics ou privés, chef 23, en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre. Concernant la municipalité de Mostar, l'accusation allègue que les 6 accusés auraient commis des attaques illégales de civils, chef 24, qu'ils auraient répandu illégalement la terreur parmi la population civile, chef 25, et qu'ils auraient procédé à des traitements cruels en assiégeant Mostar-Est, chef 26, qui sont des violations des lois ou coutumes de la guerre. Je vais dans un premier temps aborder les conclusions de la Chambre qui concernent les crimes commis par les membres du HVO. Dans la municipalité de Mostar, dès 1992, le HVO municipal, aidé du HVO de la communauté croate d'Herzé-Bosna, a mis en place une politique visant à défavoriser les musulmans présents dans la municipalité. Les tensions entre Croates et musulmans se sont accrues tout au long de l'année 1992 et plus particulièrement dans la municipalité de Prozor. Le 23 octobre 1992, le HVO a attaqué la ville de Prozor et ses alentours. Après la prise de contrôle de la ville de Prozor et du village de Paljike, à partir du 24 octobre 1992, le HVO a détruit de nombreuses maisons musulmanes et des véhicules dans la ville et incendié une maison et tué 2 personnes à Paljike. Les 11 et 12 janvier 1993, les premiers affrontements entre le HVO et la BIH ont eu lieu dans la municipalité de Gornji Vakuf. Le 16 janvier 1991, par un ordre daté de la veille, l'état-major principal du HVO a sommé la BIH à Gornji Vakuf de subordonner ses troupes au HVO. La BIH a rejeté cette demande de subordination. Le 18 janvier 1993, le HVO a attaqué la ville de Gornji Vakuf ainsi que plusieurs villages avoisinants. Les affrontements entre le HVO et la BIH se sont poursuivis pendant plusieurs jours. Au cours de ces attaques, le HVO a détruit des habitations musulmanes de Gornji Vakuf.
le HVO a lancé plusieurs obus sur le village de Douza, entraînant la destruction de maisons musulmanes et la mort de 7 personnes. Lors de cette même attaque du 18 janvier 1993, plusieurs maisons ont été détruites dans les villages de Arenica, Urizice et Jidrimchi. Après la prise de contrôle de ces villages et de Douza, des soldats du HVO ont mis le feu à des maisons appartenant aux musulmans. À Aranica, Uridice et Jidrimchi, des membres du HVO ont volé des biens appartenant aux musulmans. Dans les 4 villages, les forces du HVO ont arrêté les femmes, les enfants et les personnes âgées, les ont détenus et déplacés de leur village vers des territoires contrôlés par la BIH. Pendant leur détention, des soldats du HVO ont battu ou menacé certains habitants de Ujrice et ont intimidé des habitants de Jedrimchi qu'ils ont obligés à réciter des prières chrétiennes devant le Mekteb. À partir du 18 janvier 1993, le HVO a détenu 40 à 60 hommes musulmans à la fabrique de meubles de Tronvacha, située dans la municipalité de Gornji Vakuf. Certains ont été passés à tabac et ou ont subi des abus de la part des soldats du HVO. Par exemple, 2 soldats du HVO ont coupé l'oreille d'Hassan Bello, puis piétiné sa plaie. Après une quinzaine de jours de détention, ces hommes musulmans ont été échangés ou déplacés. Au printemps 1993, les tensions entre la BIH et le HVO se sont accrues dans les municipalités de Mostar, Prozor, Stolac et de Jablanica. En avril 1993, le HVO a lancé un nouvel ordre de subordination à la BIH dans la municipalité de Jablanica, expirant le 15 avril 1993. Devant le refus de la BIH de se soumettre, le 17 avril 1993, le HVO a lancé des attaques dans les municipalités de Prozor, Jablanica. Entre le 17 et 19 avril 1993, le HVO a attaqué les villages de Parnaki, Lisoperci et Toscanica dans la municipalité de Prozor, où il a incendié des maisons de musulmans et tué 2 personnes. Le 17 avril, le HVO a pilonné les villages de Sovici et Doliani dans la municipalité de Jablanica. Après les combats, et jusqu'au 23 avril 1993, le HVO a arrêté des soldats de la BIH, des hommes musulmans en âge de combattre, des femmes, des enfants et des personnes âgées de ces villages et les a conduits à l'école de Sovici où nombre d'entre eux ont été détenus jusqu'au 5 mai 1993 dans des conditions très difficiles. Les soldats du HVO ont battu et maltraité les détenus, dont des femmes, et ont tué 4 soldats de la BIH. Certains détenus ont été forcés à effectuer des travaux sur les positions du HVO. Alors que certains hommes détenus étaient transportés à la prison de Lubushki le 18 avril 1993, des soldats du HVO, dont du membre du bataillon des condamnés, les ont gravement passés à tabac et humiliés. À partir du 19 avril 1993, des soldats du HVO ont rassemblé environ 400 femmes, enfants et personnes âgées des villages de Sovici et Doliani dans des maisons de Junozovici dans la municipalité de Jablanica où ils les ont détenus jusqu'au 4 ou 5 mai 1993 en infligeant des sévices à certains d'entre eux. À la suite d'une délégation conjointe du HVO et de la BIH, comprenant notamment Milivoj Petković et Berislav Pusic, et plusieurs membres d'organisations internationales, le HVO a déplacé le 5 mai 1993 les détenus à l'école de Sovici et des maisons de Junozovici
vers Gorny-Vakuf. Le 20 avril 1993, dans la municipalité de Jablanica, des membres du HVO, dont Mladen Nalitilic, ont détenu plusieurs soldats de la BH dans une ferme piscicole près de Dolyani, où ils les ont sévèrement battus, insultés, humiliés et menacés de mort. Le même jour, dans la municipalité de Chapina, le HVO a arrêté des civils musulmans, dont des notables, et les a détenus à la caserne de Grabovina et à la prison de Dretel. Le 9 mai 1993, le HVO a lancé une attaque d'envergure contre la BIH à Mostar, au cours de laquelle il a pris le complexe résidentiel de Vranica, où se trouvait le quartier général de la BIH. Au cours de cette opération, qui a duré plusieurs jours, des soldats du HVO ont dynamité la mosquée Baba Bézir. Les soldats du HVO ont massivement arrêté les musulmans de Mostar-Ouest et ont séparé les hommes des femmes, enfants et personnes âgées. Des hommes appartenant à la BIH ont été détenus dans le bâtiment du MOUP et à l'Institut du tabac, où ils ont été violemment battus. D'autres hommes, appartenant ou non à la BIH, ont été détenus et passés à tabac à la faculté de génie mécanique. 10 soldats de la BIH sont morts des suites de ces violences. Les femmes, enfants et personnes âgées de Mostar-Ouest ont été envoyés à l'héliodrome, où ils ont été détenus pendant plusieurs jours avant de pouvoir rentrer chez eux. Toujours à Mostar, entre mai 1993 et février 1994, les soldats du HVO ont systématiquement chassé les musulmans de Mostar-Ouest, et plus particulièrement en lançant des opérations d'éviction d'envergure à la mi-mai, mai-juin, au début du mois de juillet et en septembre 1993. Les hommes étaient placés en détention à l'héliodrome et les familles étaient chassées vers Mostar-Est. Parmi les hommes musulmans ainsi détenus, aucune distinction n'était faite entre civils et combattants. En juillet 1993, le HVO a brièvement détenu certains de ces hommes à la faculté de génie mécanique, où ils ont été violemment passés à tabac. 2 d'entre eux sont morts après avoir été battus toute une nuit. Entre juin 1993 et avril 1994, le HVO a assiégé Mostar-Est. Pendant cette période, la partie est de la ville, ainsi que le quartier de Donia Mahala à l'ouest, ont fait l'objet d'une attaque militaire du HVO prolongée, comprenant notamment des tirs et des pilonnages intensifs et constants. Ces tirs et pilonnages ont fait de nombreux blessés et causé la mort de nombreux civils, mais aussi des membres des organisations internationales. 10 mosquées ont également été fortement endommagées ou détruites. Le HVO a entravé, et parfois même totalement bloqué, le passage de l'aide humanitaire. La population musulmane devait ainsi vivre dans des conditions extrêmement difficiles, privée de nourriture, d'eau, d'électricité et de soins adéquats. Le 8 novembre 1993, dans le cadre d'une offensive, un char du HVO a ouvert le feu durant toute la journée sur le vieux pont, le rendant inutilisable et sur le point de s'écrouler. Le pont s'est effectivement effondré le 9 novembre 1993 dans la matinée. La Chambre a conclu, à la majorité, étant moi-même dissident, que si le pont a été utilisé par la BIH et constitué par conséquent un objectif militaire légitime pour le HVO, sa destruction a causé un dommage disproportionné sur la population civile musulmane de Mostar. Durant les opérations d'éviction à Mostar,
Les soldats du HVO ont fait preuve d'une extrême violence. Les musulmans étaient réveillés en pleine nuit ou au petit matin, frappés et contraints de quitter leur logement, parfois même en pyjama. De nombreuses femmes, y compris une jeune fille de 16 ans, ont été violées par des soldats du HVO avant d'être obligés de traverser la ligne de front vers Mostar-Est. Les soldats du HVO ont aussi confisqué les clés des appartements des musulmans et volé les biens de valeur leur appartenant. Certains soldats utilisaient même des détenus de l'héliodrome pour piller les appartements des musulmans chassés. Le HVO a mené des opérations similaires dans d'autres municipalités de la Herzébosnia durant l'été 1993. Dans un premier temps, le HVO a arrêté les hommes musulmans, qu'il s'agisse de soldats musulmans du HVO, de soldats de la BIH ou d'hommes en âge de combattre, et les a placés en détention dans les prisons de Dretail, Gabela, Lubuschi et à l'héliodrome, ou dans d'autres centres de détention où ils ont souvent été victimes de sévices graves. Dans un second temps, le HVO s'est livré à des campagnes d'arrestation massives des femmes, des enfants et des personnes âgées dans ces mêmes municipalités, puis les a déplacés dans des territoires contrôlés par la BIH, parfois après les avoir détenus dans des conditions dramatiques pendant des durées variables. Ceci a été le cas dans la municipalité de Chapina, où le HVO a mené une campagne d'arrestation massive d'hommes musulmans à partir du 30 juin et jusqu'à la mi-juillet 1993. À la mi-juillet 1993 environ, des membres du HVO ont incendié des maisons appartenant aux musulmans à Biljov, Bordeaux, ont volé leurs biens et ont détruit les mosquées de Lokve et de Vizici. Entre juillet et septembre 1993, des membres du HVO ont procédé au déplacement au silo de Chapina, ou vers des territoires contrôlés par la BIH, des femmes, enfants et personnes âgées des villages de Domanovici, de Biljov, Bordeaux, de Positelj et de la ville de Chapina. La Chambre a conclu à la majorité, étant moi-même dissident, que le 13 juillet 1993, 2 jeunes femmes musulmanes ont été abattues par des tirs du HVO à Domanovici, à Biljov, Bordeaux. Le HVO a tué un homme infirme de 83 ans. Quelques jours plus tard, le 16 juillet 1993, des membres du HVO ont participé à l'arrestation de 12 hommes musulmans du village de Biljov, Bordeaux, les ont tués et ont brûlé et enterré leurs corps près de l'ancienne mine de bauxite du village. Les hommes, femmes, enfants et personnes âgées qui ont été détenus par le HVO entre juillet et octobre 1993 au silo de Chapina l'ont été dans des conditions très difficiles, dormant à même le sol, sans couverture, alors qu'il faisait très froid, avec très peu de nourriture et sans installation sanitaire. Le HVO a ensuite transféré ces personnes vers des territoires contrôlés par la BIH. Dans la municipalité de Stolac, au début du mois de juillet 1993, le HVO a également mené une campagne massive et systématique de désarmement et d'arrestation des membres du HVO, des soldats de la BIH et des hommes musulmans en âge de porter les armes et les a détenus dans les prisons de Dretail, Gabela, Lubuschi et à l'héliodrome. Ensuite, le HVO s'est livré à une campagne d'arrestation et de détention et de transfert des femmes, des enfants et des personnes âgées de la municipalité de Stolac pendant les mois de juillet et d'août 1993. Au cours de ces arrestations, une jeune femme de 17 ans a été abattue par une rafale de coups de feu par un soldat du HVO. Plusieurs centaines de personnes ainsi arrêtées ont été détenues dans différents lieux et notamment à l'école d'Aladinici, où
les conditions de détention étaient très difficiles. Après avoir été détenus entre quelques jours et quelques mois, certains ayant été détenus jusqu'au mois de novembre 1993, les musulmans ont été transférés vers Blagaï. En juillet 1993, le HVO a incendié la mosquée Sultan Selim à Stolac, commis des vols dans de nombreuses maisons musulmanes du village de Borozovici, puis y a mis le feu et a volé des biens appartenant à des musulmans dans le village de Psezivac Greda. En outre, dès le mois de mai 1993, le HVO a réquisitionné l'hôpital Kostana pour y détenir jusqu'en octobre 1993 des hommes musulmans arrêtés dans la municipalité de Stolac. 5 d'entre eux sont morts à la suite des passages de tabac et des sévices terribles qui leur ont été infligés par des membres du HVO. D'autres détenus ont subi des maltraitances d'une rare violence et éprouvent encore aujourd'hui des séquelles liées à celle-ci. À Bouna, le 14 juillet 1993, des policiers militaires du HVO ont amené un jeune musulman de 16 ans et son grand-père dans le bâtiment de la police militaire. Ils ont violemment battu le jeune homme à coups de pied et de poing et à l'aide d'un câble électrique. Ils ont ensuite amené les 2 hommes au bord d'un précipice le long de la Neretva et leur ont tiré dans le dos, blessant grièvement le jeune homme et tuant son grand-père. Entre juin et mi-août 1993, le HVO a attaqué une dizaine de villages dans la municipalité de Prozor. Les membres du HVO ont détruit les biens appartenant aux musulmans et une mosquée à Skrobuchani, ont incendié plusieurs maisons à Loug et endommagé des biens appartenant à des musulmans du village de Podanis-Podonis. Le 19 juillet 1993, des soldats du HVO ont tué 3 hommes après les avoir passés à tabac dans le village de Prajin, ainsi que 2 hommes et une femme au mont Tolovac. Entre juin et août 1993, le HVO a arrêté des hommes musulmans, dont des mineurs, des personnes âgées et malades dans la municipalité de Prozor et les ont détenus pendant plusieurs semaines dans divers lieux. Le HVO a ainsi détenu pendant plusieurs semaines ces personnes. Le HVO a ainsi détenu entre 400 et 500 hommes musulmans à l'école secondaire de Prozor durant l'été 1993, où ils ont été brutalisés et forcés à effectuer des travaux sur la ligne de front, au cours desquels certains d'entre eux ont été blessés ou tués. Le HVO a également détenu des hommes musulmans à l'école Tech et à la caserne de pompiers dans le bâtiment Unis, où certains ont été battus. En juillet 1993, des hommes musulmans détenus par le HVO dans les bâtiments du MUP ont été forcés d'exécuter des travaux sur la ligne de front, au cours desquels ils ont subi des sévices. Certains détenus ont également subi des sévices, dont des agressions sexuelles. En outre, 11 détenus sont morts sous les balles des soldats du HVO à Schneuvrey le 31 juillet 1993, alors qu'ils étaient attachés les uns aux autres avec des câbles téléphoniques autour du cou et forcés à marcher en direction de la BIH dans le but de servir de bouclier humain. Le HVO a également arrêté des femmes, des enfants et des personnes âgées musulmans dans la municipalité de Prozor et les a placés en détention dans des maisons à Podgrad, Lapsung et Dougé, où ils ont vécu dans un climat de terreur et dans de très mauvaises conditions, subi de mauvais traitements, des menaces,
des vols, et où certaines femmes ont été victimes de sévices sexuels par des membres du HVO, et ce, parfois, quotidiennement. Le 28 août 1993, le HVO a transféré ces personnes vers les territoires contrôlés par la BIH et a, à cette occasion, tiré sur certaines d'entre elles, causant des blessés. Certaines de ces femmes, enfants et personnes âgées, sont revenus dans la municipalité de Prozor peu après. Le HVO les a, à nouveau, arrêtés et détenus à Dougé, où ils ont subi des violences psychologiques et physiques, mais également des violences sexuelles, jusqu'en décembre 1993. Lors de la prise de Rastani, le 24 août 1993, les soldats du HVO ont abattu 4 hommes alors qu'ils s'étaient rendus. Ils ont ensuite menacé les femmes et enfants qui se trouvaient sur les lieux et leur ont volé tous leurs biens de valeur. Suite à cela, les femmes et les enfants n'ont pas eu d'autre choix que de rejoindre les territoires contrôlés par la BH. Enfin, dans la municipalité de Lubouchki, en juillet et août 1993, le HVO a recensé, désarmé et réglementé la circulation des hommes en âge de combattre, puis a procédé à des arrestations massives de centaines d'entre eux et les a emprisonnés à la prison de Lubouchki et à l'héliodrome. De nombreux logements de musulmans devenus vacants dans la municipalité de Lubouchki ont ensuite été occupés par des Croates originaires de Bosnie centrale. En parallèle aux arrestations massives, le HVO a créé et géré tout un centre de détention pour musulmans. Ainsi, la police militaire du HVO a créé en juin 1992 un centre de détention dans l'enceinte d'un ancien poste de police de la ville de Lubouchki. 3 mois plus tard, le HVO a ouvert l'héliodrome, ancien complexe militaire de la JNA, situé au sud de la ville de Mostar, et l'a transformé en centre de détention. Les prisons de Dretel et Gabela, installées dans d'anciennes casernes de la JNA, ont commencé à fonctionner à partir d'avril 1993. Le centre de détention de Vojno a, lui, fonctionné au moins entre les mois d'août 1993 et janvier 1994. L'établissement de ces centres de détention a permis au HVO de détenir des milliers de civils et militaires musulmans sans aucune distinction. La Chambre a pu constater, notamment grâce aux témoignages d'anciens détenus, que les conditions de détention dans ces centres étaient particulièrement difficiles. Les locaux n'étaient pas adaptés pour détenir autant de personnes et le surpeuplement s'est fait particulièrement sentir à l'été 1993, suite aux grandes vagues d'arrestations de mai et juillet 1993. Les détenus de la prison de Lubouchki avaient à peine de la place pour s'asseoir sur le sol. Ceux de la prison de Dretel étaient entassés dans des hangars et des tunnels sous terre. Les détenus de tous les centres de détention étaient sous-alimentés et les conditions d'hygiène étaient déplorables. Certains n'avaient pas accès à des sanitaires et devaient se soulager dans des récipients de fortune. Ils n'avaient la plupart du temps pas accès à des soins médicaux adéquats pour traiter les maladies résultant de ces conditions insalubres, ainsi que des blessures résultant des mauvais traitements. Qu'ils subissaient de la part du HVO. Certains en garderont
les séquelles à vie. La Chambre a noté que les conditions de détention dans les cellules d'isolement de l'héliodrome et de la prison de Drethel étaient particulièrement difficiles, manquant d'eau, de nourriture, de sanitaire et même d'éclairage. Les musulmans de ces centres de détention ont également souffert de mauvais traitements. Des membres du HVO les ont régulièrement passés à tabac et leur ont fait subir de très graves sévices. Des membres du HVO ont brûlé des détenus du centre de détention de Vojno avec des cigarettes. Ivica Kraljevic, membre de la police militaire et commandant de la prison de Lubushki, et 2 hommes ont électrocuté un détenu de la prison jusqu'à l'évanouissement. Des personnes venues de l'extérieur, dont des policiers militaires, ont été autorisées, notamment par le commandant de la première brigade du HVO, à pénétrer dans les prisons de Drethel et Gabela pour battre des détenus. Bosko Previcic, directeur de la prison de Gabela, a lui-même tué par balle un soldat de la BIH. Au moins 2 détenus de la prison de Drethel sont décédés suite à ces mauvais traitements. Des policiers militaires ont également tué par balle 3 détenus en tirant des coups de feu sur les hangars dans lesquels les détenus étaient enfermés. Mario Mihaj, en charge du centre de détention de Vojno, a passé à tabac, puis tué par balle un musulman détenu dans ce centre. Les membres du HVO ont également régulièrement insulté et humilié les détenus. À la prison de Drethel, les détenus devaient manger dans des ustensiles qui n'étaient jamais lavés et n'avaient que quelques secondes pour finir leur maigre ration sous peine d'être punis. Les détenus qui ne mangeaient pas suffisamment rapidement devaient s'allonger sur l'asphalte brûlant et se rouler par terre sans chemise. Un détenu de l'héliodrome a été contraint de lécher son propre sang afin que, je cite, « le sang d'un balia ne reste pas sur le sol des Croates ». Selon les dires de ces geôliers, membres de la police militaire. Des détenus de l'héliodrome, du centre de détention de Vojno et de la prison de Lubushki ont été contraints d'effectuer des travaux dangereux sur la ligne de front, au cours desquels nombre d'entre eux ont été blessés ou tués par des tirs échangés entre l'ABIH et le HVO. Des détenus de l'héliodrome ont été blessés ou tués alors qu'ils étaient utilisés comme boucliers humains sur la ligne de front. Lorsque la prison de Drethel a fermé, début octobre 1993, des détenus ont été transférés vers d'autres centres de détention, dont la prison de Gabelia et l'héliodrome. Le centre de détention de Vojno a continué à fonctionner jusqu'en janvier 1994. L'héliodrome et les prisons de Lubushki et de Gabela ont fermé en avril 1994. À partir de décembre 1993, suite à une décision de Mate Boban, alors président de la République croate d'Herzégovina, de fermer tous les centres de détention, le HVO a vidé ces centres de détention. Il s'assurait que les détenus garantissaient leur départ avec leur famille de la Herzégovina en fournissant des lettres attestant de leur accueil vers un pays tiers. Les détenus étaient alors transférés vers la Croatie dans l'attente d'un départ vers le dit pays tiers. D'autres détenus ont dû rejoindre avec leur famille des territoires contrôlés par la BIH. Enfin, le HVO a utilisé certains détenus dans le cadre d'une politique d'échange avec la BIH. Dans la municipalité de Varech, située en Bosnie centrale, le HVO s'est attaché à encourager, voire à faire pression sur la population croate,
afin qu'elle abandonne cette municipalité et se rende en Herzébosna. Le HVO a aussi commis de nombreux crimes contre les musulmans de la municipalité. Le 23 octobre 1993, des membres du HVO ont procédé à l'arrestation et à la mise en détention des hommes musulmans de la ville de Varesh. La majorité d'entre eux a été détenus au lycée de Varesh, puis à l'école de Varesh, où les conditions de détention étaient très difficiles et où des membres du HVO les ont battus. Entre le 23 octobre et le 4 novembre 1993, des hommes musulmans ont également été détenus à la prison de Varesh Majdan. Des soldats du HVO leur ont fait subir des violences et humiliations. Un détenu a, par exemple, été forcé de couper sa propre barbe et de la manger. Aux alentours du 3 novembre, les troupes du HVO se sont retirées de la ville de Varesh en direction de Kiselyach. Le HVO a donc quitté ses centres de détention aux alentours de cette date, abandonnant les détenus qui ont pu s'identifier pour certains auprès de la Fort Pronu. Avant de quitter la ville de Varesh, des membres du HVO ont violé 2 femmes musulmanes de Varesh. Des soldats du HVO se sont également livrés à des vols dans des magasins et maisons appartenant à des musulmans. Par ailleurs, les forces armées du HVO ont lancé une offensive sur le village de Stupnido, habité par des musulmans, dans la matinée du 23 octobre 1993. Des soldats des unités spéciales, Maturice et Apostoli, ont fait subir des viols et sévices sexuels à 3 femmes du village. Ils ont également tué 36 personnes, dont 3 enfants de 13 ans, 8 ans et 3 ans lors de l'attaque. Le village a été entièrement détruit et les villageois ont été dépouillés de leurs biens. La Chambre a constaté que les plus hautes autorités du HVO ont tenté de faire croire à la communauté internationale que des enquêtes sur ces crimes étaient en cours alors qu'elles n'ont jamais été effectuées. De plus, Ivica Razic, commandant des troupes du HVO à Varesh, a continué à exercer ses fonctions sous le pseudonyme de Victor Andrich et n'a jamais été inquiété. La Chambre a constaté, à la majorité, étant moi-même dissident, que le conflit opposant le HVO à la BH, pendant cette période, revêtait un caractère international. En effet, les éléments de preuve ont démontré que des troupes de l'armée croate combattaient aux côtés du HVO contre la BH et que la République de Croatie exerçait un contrôle global sur les forces armées et les autorités civiles de la communauté puis République croate d'Herzébosna. La Chambre de première instance, en reprenant les éléments juridiques constitutifs des crimes allégués dans l'acte d'accusation par rapport aux faits prouvés, eu égard à chacune des municipalités et chacun des centres de détention, a conclu que les crimes suivants avaient été commis. Les crimes contre l'humanité suivants. Persécution pour des raisons politiques, raciales et religieuses. Assassinat, viol, expulsion, transfert forcé en tant qu'acte inhumain, emprisonnement, acte inhumain. Les infractions graves aux conventions de Genève de 1949 suivantes. Homicide intentionnel, violence sexuelle en tant que traitement inhumain, expulsion illégale d'un civil, transfert illégal d'un civil, détention illégale d'un civil, traitement inhumain, destruction de biens non justifiés par des nécessités militaires et exécutés sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire, appropriation de biens non justifiés par des nécessités militaires et exécutés de façon illicite et arbitraire, et les violations des lois et coutumes de la guerre suivante,
traitement cruel, travail illégal, destruction sans motif de villes et de villages ou dévastation que ne justifient pas les exigences militaires, destruction ou endommagement délibéré d'édifices consacrés à la religion ou à l'enseignement, pillage de biens publics ou privés, et, en ce qui concerne spécifiquement Mostar, attaque illégale contre des civils et le fait de répandre illégalement la terreur parmi la population civile. La Chambre a décidé de ne pas traiter le chef 26, traitement cruel, siège de Mostar, pour des raisons détaillées dans le tome 3 du jugement, et a analysé les faits qui se sont déroulés entre juin 1993 et avril 1994 à Mostar-Est en tant que traitement cruel sous le chef 17. Après avoir décrit les conclusions de la Chambre relatives aux crimes commis dans les municipalités et centres de détention, compris dans l'acte d'accusation, je vais à présent résumer les conclusions de la Chambre relatives à la responsabilité des accusés visés par l'acte d'accusation. Les accusés sont mis en cause selon tous les modes de participation visés par l'article 7.1 du statut, y compris la commission par participation à une entreprise criminelle commune, ainsi qu'au titre de la responsabilité du supérieur hiérarchique prévu par l'article 7.3 du statut. Compte tenu de l'ampleur des crimes reprochés aux 6 accusés et constatés par la Chambre, celle-ci estime à la majorité, étant moi-même dissident, que l'analyse de leur responsabilité par le biais de leur participation à une entreprise criminelle commune est la démarche juridique qui s'impose. Par conséquent, les autres modes de participation allégués dans l'acte d'accusation ne sont examinés que pour les crimes ne relevant pas de l'entreprise criminelle commune. La Chambre a donc conclu à la majorité à l'existence d'une entreprise criminelle commune dont l'objectif ultime était la mise en place d'une entité croate reprenant en partie les frontières de la Banovina de 1939 pour permettre la réunification du peuple croate. Cette entité croate de BIH devait soit être attachée à la Croatie, suite à la dissolution éventuelle de la BIH, soit devenir un État indépendant au sein de la BIH et étroitement lié à la Croatie. La Chambre a conclu, à la majorité toujours, que dès décembre 1991, les dirigeants de la communauté croate d'Herzégovina, dont Mate Boban, président de la communauté, puis République croate de Herzégovina, et des dirigeants de la Croatie, dont Franjo Tuđman, président de la Croatie, estimaient que pour réaliser l'objectif ultime, à savoir la mise en place d'une entité croate telle que je viens de la décrire, il était nécessaire de modifier la composition ethnique des territoires revendiqués comme faisant partie de la communauté croate d'Herzégovina. Au moins, à partir de fin octobre 1992, Jadranko Perlić, Bruno Stojić, Milivoj Petković et Slobodan Praljak savaient que la mise en œuvre de cet objectif était contraire aux négociations de paix menées à Genève et impliquerait le mouvement de population musulmane en dehors du territoire de l'Herzégovina. Les éléments de preuve démontrent qu'à partir de la mi-janvier 1993, les dirigeants du HVO et certains dirigeants croates avaient pour dessein de consolider
le contrôle du HVO sur les provinces revendiquées comme croates et de procéder au nettoyage ethnique de ces provinces pour qu'elles deviennent majoritairement ou presque exclusivement croates. L'entreprise criminelle commune a donc été mise en place à partir de mi-janvier 1993. Le HVO a conduit les campagnes militaires que j'ai décrites précédemment dans les provinces qu'il considérait comme croates afin de consolider sa présence. Ces campagnes militaires se sont en effet accompagnées de déplacements de la population musulmane. Le HVO a également organisé le déplacement de populations croates de Bosnie centrale vers l'Herzégovine. Ces déplacements avaient pour but de protéger une partie de la population croate de Bosnie centrale des combats qui se déroulaient dans la région, mais également de renforcer la présence des Croates dans la Herzébosna, et ce, dans le but d'y changer le rapport de force en faveur des Croates. De ce fait, une partie de la population croate de Bosnie centrale est partie volontairement et d'autres ont été déplacés de force par le HVO. La Chambre estime que les nombreux crimes commis par les forces du HVO contre les musulmans de janvier 1993 à avril 1994 suivaient pour la plupart une ligne de conduite manifeste. Dans la majorité des cas, ces crimes commis n'ont pas été commis de façon aléatoire par quelques soldats indisciplinés. Ils étaient, bien au contraire, le résultat d'un plan établi par des membres de l'ECC visant à chasser la population musulmane de la Herzébosna. La Chambre est convaincue que les membres de l'entreprise criminelle commune assuraient l'encadrement et la coordination des opérations sur le terrain pour réaliser les crimes ci-dessus. Ils ont mis en œuvre un système d'expulsion de la population musulmane vivant sur le territoire de la Herzébosna qui consistait en des déplacements et ou mise en détention de civils, de meurtres et des destructions de biens pendant les attaques, des mauvais traitements et des destructions commis pendant des opérations d'éviction, des mauvais traitements et mauvaises conditions de détention, ainsi que l'utilisation généralisée et quasi systématique de détenus sur la ligne de front pour effectuer des travaux et parfois même pour servir de bouclier humain, ainsi que des meurtres et mauvais traitements liés à ces travaux et ces boucliers, et enfin des déplacements des détenus et de leurs familles hors du territoire de l'Herzébosna suite à leur libération. Ainsi, s'inscrivaient dans le cadre du projet commun de l'entreprise les crimes visés sous les chefs 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 et 25. La Chambre relève par ailleurs qu'au cours des campagnes d'éviction du HVO à l'encontre des musulmans ou lors de leur détention, des membres du HVO ont également commis d'autres crimes non compris dans l'objectif criminel commun, mais qui étaient les conséquences naturelles et prévisibles de son exécution. Il s'agit des vols, des viols et des violences sexuelles, ainsi que certains meurtres durant les campagnes d'éviction, ainsi que les meurtres qui étaient la conséquence de mauvaises conditions de détention ou de mauvais traitements dans les centres de détention, et enfin la destruction des mosquées à Sovichi-Doliani en avril 1993. Il convient de souligner que la Chambre n'a pas inclus les crimes commis dans la municipalité de Prozor en octobre 1992 dans l'entreprise criminelle commune. La Chambre, telle que je l'évoquerai plus loin, a analysé l'éventuelle responsabilité des accusés pour ces crimes sous l'angle des autres formes de responsabilité prévues par le statut.
afin de concevoir et réaliser cet objectif criminel commun. Un groupe de personnalités croates, comprenant notamment Franjo Tudjman, Goško Sušak, Janko Bobetko, Mate Boban, Jandranko Prlić, Bruno Stojić, Slobodan Praljak, Milivoj Petković, Valentin Ćorić et Berislav Pusić, s'est concerté. Il ressort également de l'ensemble des constatations factuelles et juridiques de la Chambre que les rouages, les structures et les effectifs du HVO ont été utilisés pour mettre en œuvre les différents aspects de l'objectif criminel commun. Après avoir établi quels étaient l'objectif ultime et l'objectif criminel commun de l'entreprise, la Chambre a examiné la question de savoir si chacun des accusés avait volontairement participé à l'entreprise criminelle commune, y avait abordé une contribution significative et partagé l'intention de commettre les crimes dans le cadre de la mise en œuvre de l'objectif criminel commun de l'entreprise. Je vais donc examiner le cas de Jandranko Prlić. Du 14 août 1992 jusqu'à la fin avril 1994, Jandranko Prlić, en tant que président du HVO, puis président du gouvernement de la République croate de l'Herzégovine, avait d'importants pouvoirs de juré de facto sur la coordination et la direction des activités du HVO, puis du gouvernement. Il détenait en outre un pouvoir sur les centres de détention du HVO, notamment celui de les ouvrir et de les fermer. Il a enfin joué un rôle clé dans les relations du HVO, de la communauté puis République croate d'Herzégovine avec le gouvernement de la Croatie. C'est dans l'exercice de ses fonctions que Jandranko Prlić a élaboré les ultimatums de janvier 1993 et avril 1993 lancés à la BIH, l'enjoignant à se subordonner au HVO sur le territoire de la Herzégovine. Ces ultimatums se sont traduits par les campagnes militaires que j'ai précédemment décrites dans les municipalités de Gornji Vakuf, Prozor et Jablaniča, qui impliquaient la commission de nombreux crimes à l'encontre de la population musulmane. La Chambre est convaincue que Jandranko Prlić a significativement contribué à la mise en œuvre de ce plan dans ces municipalités en planifiant, facilitant et encourageant les crimes commis par des membres du HVO. Jandranko Prlić a en outre avalisé les arrestations et mises en détention conduites par le HVO à Mostar dès le 9 mai 1993 et sciemment fermé les yeux sur les opérations de nettoyage ethnique de plus en plus violentes commises durant l'été 1993 à Mostar. Au 31 juin 1993, Jandranko Prlić a de nouveau fait un appel aux armes des Croates contre les musulmans et accepté les mises en détention en masse des musulmans opérées par le HVO en matière simultanée et systématique dans plusieurs municipalités considérées comme croates par les dirigeants de la communauté puis République croate de Herzégovine. Jandranko Prlić a soutenu la campagne de siège menée par le HVO sur Mostar-Est. Alors que la population musulmane assiégée vivait dans des conditions de vie effroyables sous les tirs et bombardements constants du HVO, Jandranko Prlić a personnellement contribué au blocage de l'acheminement de l'aide humanitaire vers ce secteur de la ville des mois durant. Jandranko Prlić avait par ailleurs connaissance de nombreux crimes commis par les membres des forces armées de la communauté puis République croate de Herzégovine. Il connaissait ainsi les conditions difficiles
dans lesquels les musulmans arrêtés par le HVO étaient détenus dans les prisons de Dretel, Gabela et l'Héliodrome. Il a cependant justifié les détentions des civils musulmans et nié la réalité de leur situation. Jadranko Perlic a ainsi accepté et encouragé les conditions extrêmement précaires et les mauvais traitements des détenus dans plusieurs centres de détention du HVO. Il a aussi été tenu informé de l'utilisation sur le front des détenus de l'Héliodrome et de Vojno et des sévices subis par ces détenus au cours des travaux sur la ligne de front ou de leur utilisation comme bouclier humain. En omettant d'intervenir, alors qu'ils n'en avaient la capacité, et en restant au pouvoir, tout en ayant connaissance des crimes commis, la Chambre considère que la seule conclusion qu'elle puisse raisonnablement faire est que Jadranko Perlic a facilité et accepté la commission des crimes commis contre les musulmans liés à leur mise en détention systématique par le HVO. Jadranko Perlic a également soutenu la politique d'expulsion des musulmans détenus avec leurs familles vers des pays tiers via la Croatie et participé au déplacement quasiment simultané des Croates de Bosnie centrale pour venir peupler les territoires revendiqués de l'Herzégovina. La Chambre estime que la seule déduction qu'elle puisse raisonnablement faire est que Jadranko Perlic avait l'intention de déplacer la population musulmane hors du territoire revendiqué de l'Herzégovina pour y installer des Croates de Bosnie centrale. La Chambre, à la majorité étant moi-même dissident sur cette forme de responsabilité, est convaincu, au-delà de tout doute raisonnable, que Jadranko Perlic a contribué de manière significative à l'entreprise criminelle commune et qu'il en était même l'un des membres principaux. Il ressort en outre de sa contribution qu'il avait l'intention de réaliser l'objectif criminel commun, de chasser la population musulmane et de faire commettre les crimes précédemment cités afin de réaliser cet objectif. La Chambre estime en outre que Jadranko Perlic, du fait de son implication dans la mise en œuvre de l'objectif criminel commun et de sa connaissance des faits, pouvait raisonnablement prévoir les crimes de meurtre et sévices sexuels commis pendant les opérations d'éviction des musulmans de Mostar-Ouest, de vols commis pendant les opérations d'éviction à Gorny Vakouf, Jablanica et à Mostar-Ouest, ainsi que des meurtres liés aux détentions à Sovichi et de destruction de 2 mosquées de Sovichi et d'Oliani. Il a accepté et pris le risque que ces crimes puissent être commis. Je vais maintenant examiner la responsabilité de Bruno Stoic. Du 3 juillet 1993 au 15 novembre 1993, Bruno Stoic, en tant que chef du département de la Défense, détenait d'importants pouvoirs de juré et de facto sur la plupart des composantes des forces armées et de la police militaire de la communauté puis République d'Herzégovina. Il a ainsi commandé et a exercé un contrôle effectif sur les forces armées du HVO ainsi que sur la police militaire, notamment en prenant des décisions relatives aux opérations militaires qu'il a fait exécuter par la chaîne de commandement et en donnant des ordres aux chefs de l'administration de la police militaire, y compris des ordres directement liés aux opérations sur le terrain. Bruno Stoic a également pris part à l'élaboration de la politique de défense de la communauté, puis République croate d'Herzégovina, en participant à de nombreuses réunions décisives du HVO. Il a en outre représenté le HVO dans les négociations de paix au plus haut niveau. Dans le cadre de ses fonctions, Bruno Stoic a facilité les opérations militaires du HVO à Gorny Vakouf en janvier 1993. Il a participé à la planification des opérations militaires du HVO
à Mostar le 9 mai 1993 et les jours qui ont suivi. Il a participé à l'organisation et à la mise en œuvre des campagnes d'éviction de musulmans à Mostar-Ouest pendant l'été 1993. Enfin, il a participé à la planification des opérations militaires de Varesh en octobre 1993 et, par conséquent, participé à la commission des nombreux crimes qu'impliquaient ces opérations. Bruno Stoic était informé des crimes commis par le HVO pendant les opérations militaires menées à Gorny Vakouf en janvier 1993 et à Yablanitcha en avril 1993, des évictions de la population musulmane en janvier 1993 à Tchapina, des pilonnages et des attaques menées à l'encontre des membres des organisations internationales, ainsi que des mauvaises conditions de vie subies par la population musulmane à Mostar-Est. Il était également tenu informé du fait que la détention de musulmans par le HVO n'était pas en conformité avec le droit international dans les prisons de Lubouchki, Dretaï, Gabelia et Héliodrome. Bruno Stoic a cependant continué à exercer un contrôle effectif sur les forces armées et la police militaire tout au long de son mandat comme chef du département de la Défense. En outre, Bruno Stoic n'a pas fait de sérieux efforts pour mettre fin à la commission des crimes alors qu'il en avait le pouvoir et le devoir. Il a également essayé de nier sa responsabilité face aux représentants des organisations internationales. La Chambre a estimé que la seule déduction qu'elle puisse faire est que Bruno Stoic a accepté la commission de ces crimes. La Chambre, à la majorité, étant dissident moi-même sur la forme de responsabilité, est convaincu au-delà de tout doute raisonnable que Bruno Stoic a contribué de manière significative à l'entreprise criminelle commune, contrôlant les forces armées et faisant le lien entre ces dernières et le gouvernement. Il ressort en outre de sa contribution qu'il avait l'intention de réaliser l'objectif criminel commun, de chasser la population musulmane et de faire commettre les crimes précédemment cités afin de réaliser cet objectif. La Chambre estime en outre que Bruno Stoic, en raison de sa contribution à la mise en œuvre de l'objectif criminel commun et de sa connaissance des faits, pouvait raisonnablement prévoir les sévices sexuels infligés lors des opérations d'éviction des musulmans de Mostar-Ouest, ainsi que les vols commis pendant les opérations d'éviction à Gorny Vakouf en janvier 1993 et dans la municipalité de Mostar à partir du mois de mai 1993. Il a accepté et a pris le risque que ces crimes puissent être commis. Je vais maintenant examiner la responsabilité de Slobodan Praljak. Entre l'automne 1992 et le 9 novembre 1993, Slobodan Praljak avait d'importants pouvoirs de facto, puis de jure, et de facto sur les forces armées et la police militaire du HVO. En effet, entre l'automne 1992 et le 24 juillet 1993, Slobodan Praljak, ayant alors des fonctions au sein du ministère de la Défense de la Croatie, a dirigé les forces armées du HVO, notamment en prenant le commandement de certaines opérations, en donnant des ordres aux unités et recevant des rapports des commandants sur le terrain, en représentant le HVO dans les efforts pour mettre en place un commandement conjoint avec la BIH et en commandant certaines unités de la police militaire du HVO. Il a également joué un rôle de médiateur pour apaiser les tensions existant entre les différentes composantes des forces armées du HVO. Puis, entre le 24 juillet 1993 et le 9 novembre 1993, Slobodan Praljak, en tant que commandant de l'état-major principal du HVO, avait un pouvoir de commandement
et un contrôle effectif sur toutes les composantes des forces armées du HVO. Il a ainsi pris des décisions relatives aux opérations militaires qu'il a fait exécuter par la chaîne de commandement. Slobodan Praljak a ainsi planifié, facilité et a été tenu informé des opérations militaires du HVO à Gornji Vakuf autour du 18 janvier 1993. Il a planifié et dirigé les opérations militaires du HVO dans la municipalité de Prozor à partir du 24 juillet 1993. Il a participé à la direction et la planification des opérations du HVO dans la municipalité de Mostar entre le mois de juillet et début novembre 1993, y compris celle du 8 novembre 1993 qui a conduit à la destruction du pont de Mostar. Enfin, il a participé à la planification et la direction des opérations du HVO à Varesh en octobre 1993. Il a ainsi participé à la commission des crimes qu'impliquaient ces opérations. Slobodan Praljak, en outre, était informé du fait que des membres des forces armées du HVO déplaçaient et mettaient en détention la population musulmane de Prozor de juillet à août 1993. Il savait que des crimes seraient commis dans la municipalité de Mostar, notamment la destruction d'immeubles à Mostar-Est, y compris des mosquées, le vieux pont, les meurtres, les blessures et les attaques contre les membres des organisations internationales. Il a facilité les meurtres des musulmans n'appartenant à aucune force armée et la destruction des biens à Stupido en octobre 1993. Slobodan Praljak a cependant continué à exercer ses fonctions jusqu'au 9 novembre 1993. Il n'a pas non plus fait de sérieux efforts pour mettre fin à la commission des crimes par les forces armées du HVO. Il a, bien au contraire, nié les crimes commis contre les musulmans et a facilité l'absence de poursuite contre les auteurs des crimes. Slobodan Praljak a notamment contribué aux efforts du HVO pour dissimuler la responsabilité du HVO dans les crimes de Stupido. Slobodan Praljak a par ailleurs servi d'intermédiaire entre la Croatie et le HVO afin de réaliser l'objectif criminel de l'entreprise. En effet, de par les fonctions qu'il exerçait au sein du gouvernement croate et au sein du HVO, il a pris connaissance des politiques des plus hauts dirigeants croates à l'égard de la Herzégovina, démontrant par ailleurs une volonté de les mettre en œuvre. Dans ce cadre, Slobodan Praljak a transmis des ordres, des communications et des instructions des dirigeants croates à ceux de la Herzégovina et a participé à l'obtention auprès de la Croatie d'un soutien militaire en faveur des forces armées du HVO. La Chambre à la majorité, étant moi-même dissident sur la forme de responsabilité, est convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que Slobodan Praljak a contribué de manière significative à l'entreprise criminelle commune. Il ressort en outre de sa contribution qu'il avait l'intention de réaliser l'objectif criminel commun de chasser la population musulmane et de faire commettre les crimes précédemment cités afin de réaliser cet objectif. La Chambre estime en outre que Slobodan Praljak, en raison de sa contribution à la mise en œuvre de l'objectif criminel commun et de sa connaissance des faits, pouvait raisonnablement prévoir que des vols seraient commis lors des opérations d'éviction à Gornji Vakuf en janvier 1993 et lors de l'opération du HVO à Rastani en août 1993 et a accepté et a pris le risque que ces crimes puissent être commis. Je vais maintenant lire le résumé concernant la responsabilité de Milivoje Petković. Entre le 14 avril 1992 et le 26 avril 1994, Milivoje Petković avait d'importants pouvoirs de direction et de commandement sur toutes les composantes des forces armées du HVO,
D'abord, en tant que chef de l'état-major principal du HVO jusqu'au 24 juillet 1993, puis en tant que commandant adjoint du dit état-major jusqu'au 26 avril 1994. Milivoje Petković représentait et engageait le HVO dans le cadre de négociations de paix et émettait des ordres de cessez-le-feu. Enfin, il transmettait les ordres et décisions prises par les autorités politiques et gouvernementales de la communauté puis République croate de Herzégovine, qui lui étaient transmises via le chef de département de la Défense, Bruno Stojić, et tenait les organes politiques informés de la situation militaire sur le terrain. Milivoje Petković a planifié et facilité les opérations militaires dans la municipalité de Gornji Vakuf en janvier 1993. Il a planifié et dirigé les opérations militaires dans la municipalité de Jablanica en avril 1993. Empêché l'accès des observateurs internationaux dans les villages de Stovici et d'Oljani, puis orchestré le déplacement des civils vers Gornji Vakuf. Il a dirigé les opérations militaires dans la municipalité de Gornji Vakuf. Il a dirigé les opérations militaires dans la municipalité de Pozor en avril et en juin 1993 et planifié les opérations en août 1993. Il a participé à la planification des pilonnages de Mostar Est, entravé l'accès des convois humanitaires à la population musulmane de Mostar Est, planifié l'offensive sur la vieille ville de Mostar, y compris celle du 8 novembre 1993, qui a conduit à la destruction du pont de Mostar. Il a ordonné le 30 juin 1993 l'arrestation d'hommes n'appartenant à aucune force armée dans les municipalités de Mostar, Stolac et Čapina. Il a planifié les opérations militaires sur la ville de Varech en octobre 1993 et participé à la mise en place d'une enquête factice au sujet des événements de Stupino et des sanctions fictives à l'encontre d'Ivica Razic. Il a ainsi participé à la commission des crimes qu'impliquaient ces opérations militaires. Milivoje Petković savait que de nombreux musulmans étaient détenus dans les centres de détention du HVO et a ordonné et autorisé le travail des détenus de l'héliodrome et du camp de Vitina Otok sur la ligne de front. Milivoje Petković a cependant continué à exercer le contrôle effectif sur les forces armées jusqu'au mois d'avril 1994, tout en sachant que ses membres avaient commis et commettaient des crimes. Milivoje Petković a continué à diriger et contrôler les unités du HVO, dont le KB, ses ATG et le régiment Bruno Bušić, en sachant qu'ils avaient commis de nombreux crimes. En continuant à les déployer sur le théâtre des opérations, ou, au moins, en ne prenant aucune mesure pour éviter la commission de nouveaux crimes, il a encouragé la commission des crimes subséquents. La Chambre à la majorité étant dissident, pour ma part, sur la forme de responsabilité, est convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que Milivoje Petković a contribué de manière significative à l'entreprise criminelle commune. Il ressort en outre de sa contribution qu'il avait l'intention de réaliser l'objectif criminel commun de chasser la population musulmane et de faire commettre les crimes précédemment cités afin de réaliser cet objectif. La Chambre estime en outre que Milivoje Petković, du fait de sa contribution à la mise en œuvre de l'objectif criminel commun et sa connaissance des faits, pouvait raisonnablement prévoir que des sévices sexuels seraient commis lors des opérations d'éviction de la population musulmane de Mostar Ouest entre juin 1993 et février 1994 et lors des opérations militaires dans la ville de Varech fin octobre 1993. Que des vols seraient commis lors des opérations d'éviction dans la municipalité de Gornji Vakuf en janvier 1993, dans la municipalité de Jablanica en avril 1993,
dans la municipalité de Mostar entre juin 1993 et février 1994, et lors des opérations militaires dans la ville de Varesh fin octobre 1993. Et enfin que les mosquées de Sovichi et d'Olyani seraient détruites lors des opérations dans la municipalité de Yamanicha en avril 1993. Il a accepté et pris le risque que ces crimes puissent être commis. Je vais maintenant lire le résumé concernant la responsabilité de Valentin Choric. Entre juin 1992 et le 10 novembre 1993, Valentin Choric, en sa qualité de chef de l'administration de la police militaire, avait un pouvoir important de juré de facto. Il y a un problème, je n'entends pas la traduction en BCS. Voilà, c'est bon. Je reprends. Entre juin 1992 et le 10 novembre 1993, Valentin Choric, en sa qualité de chef d'administration de la police militaire, avait un pouvoir important de juré de facto sur l'ensemble des unités de la police militaire du HVO. Plus particulièrement, Valentin Choric disposait d'un pouvoir de commandement et de contrôle effectif sur les unités de police militaire, notamment un pouvoir de resubordination des dites unités pour des activités de combat. Il avait la capacité de participer à la lutte contre la criminalité au sein du HVO. Il pouvait contrôler la circulation des personnes et des biens sur le territoire de la Herzébosna, notamment celle des convois humanitaires. Enfin, il exerçait une autorité importante sur le fonctionnement du réseau des centres de détention du HVO. Lorsque Valentin Choric est devenu ministre de l'Intérieur le 10 novembre 1993, il avait toujours la capacité de participer à la lutte contre la criminalité au sein du HVO et disposait encore d'un pouvoir de contrôler la liberté de circulation des personnes et des biens sur le territoire Herzébosna, notamment celle des convois humanitaires. Dans le cadre de ses fonctions, Valentin Choric a engagé en connaissance de cause des unités de police militaire dans les opérations d'éviction dans les municipalités de Gorny Vakouf en janvier 1993, Stolac et Saplina durant l'été 1993, à Mostar entre les mois de mai et octobre 1993. Il a ainsi facilité l'arrestation puis la détention des musulmans de ces municipalités et contribué à la commission pendant ces opérations des crimes que j'ai décrits précédemment. Valentin Choric jouait un rôle clé dans le fonctionnement du réseau de centres de détention du HVO jusqu'au 10 novembre 1993. Il a contribué à maintenir les milliers de musulmans en détention dans des conditions difficiles et durant laquelle ils étaient battus, brutalisés et humiliés. Il a régulièrement ordonné ou permis leur utilisation pour effectuer des travaux sur la ligne de front. Par ailleurs, malgré les informations alarmantes qui lui étaient transmises, Valentin Choric n'a rien fait pour empêcher que des détenus de l'héliodrome ne soient envoyés sur la ligne de front pour y effectuer des travaux, où plusieurs ont été tués et blessés. En août 1993, il a ordonné le départ forcé des musulmans de la municipalité de Lubouchki du territoire de la BIH en ordonnant leur libération sous la condition de leur départ avec leur famille à l'étranger via la Croatie. La Chambre à la majorité, étant dissident moi-même sur la forme de responsabilité, est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que Valentin Choric a contribué de manière significative à l'entreprise criminelle commune. Il ressort en outre de sa contribution qu'il avait l'intention de réaliser l'objectif criminel commun, de chasser la population musulmane et de faire commettre les crimes précédemment cités afin de réaliser cet objectif. La Chambre estime enfin qu'en raison de sa contribution à la mise en œuvre de l'objectif criminel commun et sa connaissance des faits, Valentin Choric pouvait raisonnablement prévoir que des vols
seraient commis lors des opérations d'éviction dans les municipalités de Gorny Vakuf en janvier 1993, que des sévices sexuels et des vols seraient commis lors d'opérations d'éviction à Mostar Ouest à partir du mois de mai 1993, et enfin que des détenus décéderaient en août 1993 à la prison de Dretail suite à des mauvais traitements. Il a accepté et pris le risque que ces crimes puissent être commis. Enfin, je terminerai par la responsabilité de Berislav Pusic. Entre avril 1993 et avril 1994, Berislav Pusic a occupé plusieurs fonctions et a reçu de plus en plus des responsabilités de la part de hauts responsables du HVO. En avril 1993, Berislav Pusic était ainsi officier de contrôle au sein du département des enquêtes criminelles de l'administration de la police militaire. À partir de mai 1993, il a occupé des fonctions au sein d'une commission chargée de l'échange des prisonniers et autres personnes, puis est devenu le président de son organe exécutif, le service des échanges. Le 5 juillet 1993, Bruno Stojic a également nommé Berislav Pusic à la tête de la commission chargée des prisons et des centres de détention du HVO le 6 août 1993. Enfin, Berislav Pusic disposait d'un important pouvoir de représentation du HVO auprès de la communauté internationale et des hautes autorités de la Croatie et de la BiH, faisant de lui un acteur majeur dans les négociations relatives aux échanges et à la circulation des personnes. Berislav Pusic avait connaissance des arrestations massives des musulmans d'Herzébosna, et ce dès avril 1993, avec celles ayant eu lieu dans la municipalité de Jablanica. Berislav Pusic avait connaissance des conditions très difficiles dans lesquelles les musulmans étaient détenus dans l'école de Sovichi, les prisons de Dretail, Gabela et Lubushki, ainsi qu'à l'héliodrome, et des mauvais traitements infligés aux détenus de l'héliodrome et du centre de détention de Vojno. La Chambre constate qu'il n'a jamais pris les mesures nécessaires pour améliorer ces conditions ou faire cesser les mauvais traitements. Ayant continué à exercer ses fonctions au sein du HVO, la Chambre a conclu que la seule déduction qu'elle pouvait faire est que Berislav Pusic avait accepté ces crimes. Berislav Pusic a joué un rôle important dans l'utilisation des détenus de l'héliodrome pour des travaux sur la ligne de front, étant l'une des personnes habilitées à les autoriser. Il a continué à envoyer des détenus effectuer des travaux sur la ligne de front alors qu'il savait que des détenus y étaient décédés, y étaient également blessés. Berislav Pusic a par conséquent contribué à la commission de ces crimes. Lorsque Mate Boban a pris la décision de fermer les centres de détention du HVO, Berislav Pusic a joué un rôle majeur dans l'organisation de la fermeture des 10 centres et s'est assuré que les musulmans quittaient le territoire de la Herzébosna. Berislav Pusic avait connaissance des destructions dans les villages de Sovichi et Doljani en avril 1993 et du déplacement de la population de ces villages vers les territoires contrôlés par la BiH fin mai 1993. Il savait également que les populations musulmanes de la municipalité de Chapina et de Mostar Ouest étaient déplacées vers les territoires contrôlés par la BiH. Il avait connaissance des conditions de vie désastreuses à Mostar et causées par le siège du HVO et a participé à l'entrave des évacuations humanitaires. Malgré le rôle qu'il avait auprès des différents responsables des centres de détention du HVO, mais aussi auprès des hauts responsables du HVO, Berislav Pusic n'a fait aucun effort sérieux pour mettre fin aux crimes qui étaient commis dans les centres de détention ou ceux commis lors des arrestations des musulmans, ni pour les dénoncer. Au contraire, Berislav Pusic a toujours cherché à esquiver les questions gênantes
des représentants des organisations internationales ou celles de ses homologues musulmans et a donné des informations confuses, voire fausses, à ses représentants et à la presse, cherchant ainsi à nier ou minimiser les crimes commis par les membres du HVO à l'encontre des musulmans. La Chambre, à la majorité, étant moi-même dissident sur la forme de responsabilité, est convaincu au-delà de tout doute raisonnable que Puzic a contribué de manière significative à l'entreprise criminelle commune. Il ressort en outre de sa contribution qu'il avait l'intention de réaliser l'objectif criminel commun, de chasser la population musulmane et de faire commettre les crimes précédemment cités afin de réaliser cet objectif. Enfin, la Chambre n'ayant pas retenu les crimes commis dans la municipalité de Prozor en octobre 1992, comme faisant partie de l'entreprise criminelle commune, elle a analysé la responsabilité des accusés en vertu des autres modes de participation allégués dans l'acte d'accusation. Les éléments de preuve versés au dossier ont permis à la Chambre de faire des conclusions uniquement sur la responsabilité de Valentin Ćorić au titre de l'article 7.3 du statut. En effet, dès le 27 octobre, Valentin Ćorić a été informé du fait que des membres de la police militaire avaient volé des véhicules appartenant à des musulmans. Malgré cette information, Valentin Ćorić n'a rien fait pour punir les auteurs de ces crimes, alors qu'il en avait la capacité et le devoir. Par ailleurs, Valentin Ćorić a été avisé à la même époque que de nombreuses maisons ont été endommagées lors des combats ayant eu lieu dans la ville de Prozor. Les informations dont disposait Valentin Ćorić étaient suffisamment alarmantes pour justifier un complément d'enquête sur ces destructions, ce qui n'a pas été fait. Ne s'étant pas déchargé des obligations qui lui incombaient en tant que supérieur hiérarchique, la Chambre a estimé à la majorité, étant moi-même dissident, que Valentin Ćorić est responsable au titre de l'article 7.3 du statut des vols et destructions commis dans la municipalité de Prozor en octobre 1992. Je vais maintenant donner lecture du dispositif. Monsieur Perlic, veuillez vous lever. En raison des motifs que je viens de résumer, la Chambre, à l'unanimité, vous déclare Janko Perlic coupable sur le fondement de l'article 7.1 du statut des chefs 1, 6 à 13, 15, 16, 18, 19 et 21 à 25 de l'acte d'accusation. La Chambre, à la majorité, étant moi-même dissident, vous déclare coupable sur le fondement de l'article 7.1 du statut des chefs 2 à 5 de l'acte d'accusation, en vertu des principes relatifs au cumul des déclarations de culpabilité. La Chambre ne prononce pas de déclaration de culpabilité pour les chefs 14, 17 et 20 de l'acte d'accusation. En conséquence, la Chambre, à l'unanimité, vous condamne à une peine unique de 25 années d'emprisonnement à compter de ce jour, sous réserve de la déduction du temps que vous avez déjà passé en détention provisoire. En application de l'article 103C du règlement, vous resterez sous la garde du tribunal en attendant que soient prises toutes les dispositions relatives à votre transfert dans l'État où vous purgerez votre peine. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Stojić, veuillez vous lever. En raison des motifs que je viens de résumer, la Chambre à l'unanimité vous déclare Bruno Stojić coupable sur le fondement de l'article 7.1 du statut des chefs 1, 6 à 13, 15, 16, 18, 24 et 25 de l'acte d'accusation. La Chambre à la majorité, étant moi-même dissident, vous déclare coupable sur le fondement de l'article 7.1 du statut des chefs 2 à 5, 19
et 21-23 de l'acte d'accusation. En vertu des principes relatifs au cumul des déclarations de culpabilité, la Chambre ne prononce pas de déclaration de culpabilité pour les chefs 14, 17 et 20 de l'acte d'accusation. En conséquence, la Chambre, à l'unanimité, vous condamne à une peine unique de 20 années d'emprisonnement à compter de ce jour, sous réserve de la déduction du temps que vous avez déjà passé en détention provisoire. En application de l'article 103C du règlement, vous resterez sous la garde du tribunal en attendant que soient prises toutes les dispositions relatives à votre transfert dans l'état où vous purgerez votre peine. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Praliak, veuillez vous lever. En raison des motifs que je viens de résumer, la Chambre à l'unanimité vous déclare Slobodan Praliak coupable sur le fondement de l'article 7.1 du statut des chefs 1, 6 à 13, 15, 16, 18, 19, 21, 24 et 25 de l'acte d'accusation. La Chambre à la majorité, étant moi-même dissident, vous déclare coupable sur le fondement de l'article 7.1 du statut des chefs 2, 3, 22 et 23 et vous acquitte à la majorité étant moi-même dissident des chefs 4 et 5 de l'acte d'accusation. En vertu des principes relatifs au cumul des déclarations de culpabilité, la Chambre ne prononce pas de déclaration de culpabilité pour les chefs 14, 17 et 20 de l'acte d'accusation. En conséquence, la Chambre à l'unanimité vous condamne à une peine unique de 20 années d'emprisonnement à compter de ce jour, sous réserve de la déduction du temps que vous avez déjà passé en détention provisoire. En application de l'article 103C du règlement, vous resterez sous la garde du tribunal en attendant que soient prises toutes les dispositions relatives à votre transfert dans l'état où vous purgerez votre peine. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Petkovic, veuillez vous lever. En raison des motifs que je viens de résumer, la Chambre à l'unanimité vous déclare Milivoje Petkovic coupable sur le fondement de l'article 7.1 du statut des chefs 1, 6 à 13, 15, 16, 18, 19 et 21, 24 et 25 de l'acte d'accusation. La Chambre à la majorité étant moi-même dissident, vous déclare coupable sur le fondement de l'article 7.1 du statut des chefs 2 à 5, 22 et 23 de l'acte d'accusation. En vertu des principes relatifs au cumul des déclarations de culpabilité, la Chambre ne prononce pas de déclaration de culpabilité pour les chefs 14, 17 et 20 de l'acte d'accusation. En conséquence, la Chambre, à l'unanimité, vous condamne à une peine unique de 20 années d'emprisonnement à compter de ce jour, sous réserve de la déduction du temps que vous avez déjà passé en détention provisoire. En application de l'article 103C du règlement, vous resterez sur la garde du tribunal en attendant que soient prises toutes les dispositions relatives à votre transfert dans l'état où vous purgerez votre peine. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Tchuric, veuillez vous lever. En raison des motifs que je viens de résumer, la Chambre, à l'unanimité, vous déclare Valentin Tchuric coupable sur le fondement de l'article 7.1 du statut des chefs 1, 6 à 13, 15, 16, 18, 24 et 25 de l'acte d'accusation. La Chambre à la majorité, étant moi-même dissident, vous déclare coupable sur le fondement de l'article 7.1 du statut des chefs 2 à 5, 19 et 21, 22 et 23 de l'acte d'accusation. La Chambre à la majorité, étant moi-même dissident, vous déclare coupable sur le fondement de l'article 7.3 du statut des chefs 15, 16, 19 et 23 de l'acte d'accusation pour les événements criminels ayant eu lieu dans la municipalité de Prozor en octobre
1992. En vertu des principes relatifs au cumul des déclarations de culpabilité, la Chambre ne prononce pas de déclaration de culpabilité pour les chefs 14, 17 et 20 de l'acte d'accusation. En conséquence, la Chambre, à l'unanimité, vous condamne à une peine unique de 16 années d'emprisonnement à compter de ce jour, sous réserve de la déduction du temps que vous avez déjà passé en détention provisoire. En application de l'article 103C du règlement, vous resterez sous la garde du tribunal en attendant que soient prises toutes les dispositions relatives à votre transfert dans l'état où vous purgerez votre peine. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Pesic, veuillez vous lever. En raison des motifs que je viens de résumer, la Chambre à l'unanimité vous déclare Berislav Pesic coupable sur le fondement de l'article 7.1 du statut des chefs 6 à 13, 15, 16 et 18 de l'acte d'accusation. La Chambre à la majorité, étant moi-même dissident, vous déclare coupable sur le fondement de l'article 7.1 du statut des chefs 1 à 3, 19, 21, 24 et 25. Et vous acquitte à l'unanimité des chefs 4, 5, 22 et 23 de l'acte d'accusation. En vertu des principes relatifs au cumul des déclarations de culpabilité, la Chambre ne prononce pas de déclaration de culpabilité pour les chefs 14, 17 et 20 de l'acte d'accusation. En conséquence, la Chambre, à l'unanimité, vous condamne à une peine unique de 10 années d'emprisonnement à compter de ce jour, sous réserve de la déduction du temps que vous avez déjà passé en détention provisoire. En application de l'article 103C du règlement, vous resterez sous la garde du tribunal en attendant que soient prises toutes les dispositions relatives à votre transfert dans l'état où vous purgerez votre peine. Le juge Trexel joint une opinion séparée et une opinion partiellement dissidente au présent jugement. Je joins moi-même une opinion séparée et partiellement dissidente au présent jugement. Je vous remercie. L'audience est levée. All rise. Free for lever.